Attention, la vidéo que vous allez voir peut heurter la sensibilité de certains. En effet, elle met en scène la cathédrale Notre-Dame de Paris avant le terrible incendie qui l'a dévastée le 15 avril 2019. N'y voyez pas une offense, mais plutôt un hommage à ce joyau de notre patrimoine. Sachez que nous avons travaillé dur sur cette vidéo dès le mois de janvier 2019 et que sa sortie nous a posé question. Après de longues hésitations, nous avons finalement décidé de la sortir malgré ce terrible concours de circonstances et de faire appel à vous, à votre générosité. Pour ce faire, nous vous invitons à participer à la souscription nationale en effectuant un don à la Fondation du Patrimoine en suivant le lien ci-dessous. Merci de votre compréhension et bon visionnage à toutes et à tous. Vite, il faut que je me grouille. Le jour va bientôt se lever, quelqu'un va me voir. Allez, no stress. Encore un petit virage, tu peux y arriver. Allez. Oh. Aïe. Bonsoir. Bonsoir mon fils. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Va des rétros, Satanas! Ah, saleté prêtre, je me vengerai. Entrée super théâtrale de Lord Paddle. Salut les nostalgiques. Bon aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière quand on va parler d'une trilogie un peu tombée dans l'oubli mais pourtant d'une qualité exceptionnelle. Hop. La série des Gargoyles Quest. Alors si le nom de Gargoyles Quest ne vous dit rien, peut-être que ceci vous dira quelque chose. Et oui, la série des Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins, vous savez bien, ce célèbre jeu d'action plateforme de Capcom, sorti sur arcade en 1985 et adapté à l'époque sur une variété de supports. Eh bien, pourquoi je vous montre ça, direz-vous? Eh bien, à cause de lui, là. Non, pas lui, là, mais lui. La régie, on peut dézoomer un peu, s'il vous plaît? Pause. Merci. Roger, il faut vraiment que t'arrêtes de boire quand t'es à la régie. Quoi? Putain, j'appuie sur ce bouton de merde pour zoomer, pitié, quoi. Ça alors, comme c'est étrange, une créature ailée aurait été aperçue dans le ciel cette nuit-là. Qu'en pensent les gens? Voyons ça tout de suite en images. Wesh, moi je l'ai vu. Ouais, c'était environ 3h du mat lorsque je rentrais chez moi. Et là d'un seul coup, bim, j'ai vu un gun tout en rouge passer au-dessus de moi à toute vitesse. Vous nous dites que vous avez vu la gargouille passer au-dessus de votre tête, c'est bien ça? Quelle gargouille? Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais non, mais le type il avait une longue beubare là, un bonnet, il avait un long manteau rouge, il arrêtait pas de faire Merci monsieur, à vous les studios. Une gargouille, tiens, c'est quoi ce truc étrange? La leçon d'histoire présentée par Stéphane Bern. Eh bien en fait, il faut savoir que l'origine de ces créatures provient de l'architecture. Il s'agit à la base de sculptures mi-animales, mi-humaines, taillées dans la pierre et caractéristiques de l'art grotesque roman et gothique entre le XIIIe siècle et le XVe siècle. À l'origine, elles servaient de voie d'évacuation d'eau pour les gouttières des cathédrales ou des églises de cette époque, comme en témoignent ces images flamboyantes d'une époque révolue. Cette séquence de la leçon d'histoire vous était présentée par Wikipédia. Ouais, bon bref, abrégeons parce que sinon ça va être chiant là. Revenons à notre bonne vieille gargouille rouge si reconnaissable qui s'appelle en réalité Firebrand ou Red Hammer dans la version japonaise originale. C'est l'un des ennemis récurrents de la série des Ghosts and Goblins. La gargouille réapparaîtra en une sorte de guest dans la suite Ghouls and Ghosts en 1988, dans Super Ghouls and Ghosts sur la Super Nintendo en 91 et Ultimate Ghosts and Goblins sur la PlayStation Portable en 2006.
Alors faut savoir que notre bonne vieille gargouille a aussi fait de la figuration dans des jeux de baston comme les SNK vs Capcom sur Neo Geo, Namco X Capcom ou Ultimate Marvel vs Capcom 3. Tiens d'ailleurs, petit détail amusant, dès Ghoul & Ghost, vous aurez sûrement remarqué que les programmeurs de Capcom auront pris l'habitude de créer un logo avec l'image d'un démon ailé en fond, probablement en référence à la fameuse gargouille de ces jeux qu'on croise régulièrement et qui va nous casser les sacré paquet de fois cette putain mon de sale bite. Et trop tard la censure, enfoiré. Roger, t'es chiant, sérieux. Bon, allez à la suite. Alors conscient que la gargouille a marqué les esprits parmi les joueurs ayant fait les 2 premiers épisodes de la franchise des Ghosts and Goblins, l'éditeur Capcom décida de créer un jeu entier autour de ce personnage, c'est ce qu'on appelle un spin-off. Bon un spin-off c'est une série dérivée créée à partir d'un univers fictionnel, par exemple on prend un personnage récurrent d'une saga à succès et on fait un film entier autour de ce personnage, c'est le cas par exemple avec Solo qui est un spin-off de Star Wars. Alors si vous fouillez un peu, vous trouverez d'autres exemples dans le cinéma, la télévision ou les bandes dessinées. Et bien sûr pour les jeux vidéo c'est pareil. Wario Land, Donkey Kong Country, Final Fantasy Tactics. Ouais, sale raciste, y a aucun jeu Sega. Mais si, oh là là, je peux pas tous les citer, il y en a eu des tonnes, putain vous êtes relous quoi. Bon par exemple il y a eu Shadow the Hedgehog, Dr Robotnik's Meat Bean Machine ou le récent Judgment sorti sur PS4 qui est en fait un spin-off de Yakuza. Bon, c'est bon là, ça va maintenant là, vous pouvez me lâcher les baskets. Ça ira pour cette fois, hein. La série débuta avec Red RMR Makaimura Gaiden en 1990 sur Game Boy que nous connaissons chez nous sous le titre Gargoyle's Quest. Le jeu pose les bases de la trilogie, mélange entre jeu de plateforme, jeu d'aventure et RPG, avec en même temps quelques éléments de type run and gun puisqu'on peut tirer sur les ennemis en crachant des projectiles de feu par notre bouche, etc. Le jeu a été produit par Tokuro Fujiwara, personnalité majeure de Capcom, auteur de titres mémorables d'arcade dans les années 80 et connu essentiellement comme producteur sur de nombreux titres de Capcom dans les années 90, notamment sur NES, Super Nintendo et PlayStation. Alors pour la petite histoire, Fujiwara a travaillé pendant 1 an pour Konami en 1982 pour finalement rejoindre Capcom en 83 et ce jusqu'en 1996 où il quitta la boîte pour fonder sa propre maison d'édition Whoopee Camp. D'ailleurs vous connaissez peut-être le beat'em up ultra gore de la Wii Mad World sorti en 2009. Et ben voilà, ça aussi c'est de lui. Son nom est associé à des titres comme Vulgus, Ghosts and Goblins Commando, Tiger Road, Bionic Commando ou Mega Man et d'autres grands classiques de Capcom, mais comme ça serait trop long de tout lister, voici une liste en accéléré de quelques autres jeux sur lesquels Fujiwara a aussi travaillé en tant que producteur. Alors pour concevoir Gargoyle's Quest, Capcom a repris des éléments de Ghosts and Goblins, qui est d'ailleurs le sous-titre du jeu, mais a décidé de lorgner du côté du jeu d'aventure RPG inspiré très clairement ici du Zelda 2 de Nintendo, bien que les déplacements sur la carte feraient aussi penser au premier Final Fantasy sur NES et à d'autres RPG du même genre. Et là vous vous dites, mais non, d'un petit paddle en bois, qu'est-ce qu'un RPG ? Ah, question légitime à 100€, voilà la réponse d'un spécialiste du genre. Alors, RPG signifie littéralement Role-Playing Game. Il s'agit des jeux vidéo de rôle inspirés des jeux de rôle sur table où l'on participe à une grande aventure dans laquelle on dirige un ou plusieurs personnages qui doivent accomplir une quête. Le principe est de suivre l'évolution du personnage que l'on suit tout au long de sa quête, avec notamment des points d'expérience, le développement de nouvelles facultés, des échanges permanents avec d'autres personnages, l'exploration d'un univers très vaste, etc. Par le pouvoir de la scène Game Boy, je te somme de quitter ce monde immédiatement. Merci mon père pour toutes ces précisions, mais bon ça va, c'est pas une vidéo sur les RPG non plus, hein. Allez, la suite. Ok, bon, revenons à nos démons avec Gargoyle's Quest. Comme je le disais précédemment, le jeu reprend les codes du action RPG avec des passages où il faut parler à des créatures dans des villages, récupérer des objets, affronter certaines épreuves, etc. Entre ces passages, il y a des niveaux de type plateforme action en 2D où l'on doit tirer sur des ennemis, s'accrocher à des parois, etc. D'ailleurs, Capcom reprendra tous ces éléments dans Gargoyle's Quest 2 qui sortira sur NES en 1992, et dans les 3 jeux de la saga, on dirige Firebrand dans des niveaux de plateforme action, on tire sur les ennemis, mais notre gargouille a donc la possibilité aussi de voler et de s'agripper aux parois avec ses griffes crochues. Et là, c'est réellement un élément de gameplay central dans les 3 jeux de la série. On commence la partie avec une toute petite réserve d'énergie et une durée limitée pour chaque envolée, mais plus on évolue dans le jeu, et plus Firebrand devient puissant, obtient de nouvelles armes et peut sauter plus haut et voler plus longtemps. A noter que certains tirs que l'on obtient ne sont pas là que pour détruire les ennemis, mais peuvent aussi détruire certains types de blocs ou franchir des parois piégées par des pics, etc.
Dans Demon's Crest, troisième et dernier épisode de la saga, on aura aussi la possibilité de récupérer différentes pierres de pouvoir qui nous permettront de changer de forme et d'obtenir de nouveaux pouvoirs, comme par exemple la possibilité de voler vers le haut, de nager sous l'eau, de traverser le vent, etc. Alors comme je l'ai dit précédemment, les 2 premiers épisodes proposent aussi des déplacements sur une carte du monde comme dans les RPG. Ces phases sont alors en vue de dessus. Ici, par exemple, il faudra traverser une bonne partie du royaume des ghouls pour aller parler aux gens dans les villages. Salut, il fait beau aujourd'hui, hein. Salut, il fait froid aujourd'hui, non? Salut, je vous montre mon cul aujourd'hui? Salut, oh et puis fuck, j'en ai marre de dire mes répliques routinières à la con, vous avez qu'à imaginer ce que je vais dire aujourd'hui, merde. Dans les 3 jeux, il y a toujours des phases qui incluent des passages actions qui nous font rebasculer dans la partie de plateforme action 2D en side-scrolling traditionnel, élément récurrent des 3 jeux comme par exemple quand vous croisez un ennemi sur une carte. Alors avant de présenter les 3 jeux plus en détail, je voudrais vous parler de l'univers très particulier de cette trilogie assez étonnante. Vous savez, jusqu'à présent dans les jeux vidéo, on avait l'habitude de diriger des héros normaux qui défendent des valeurs, la morale, le bien, etc. Par exemple, au début des années 80, on dirigeait Mario qui devait sauver la princesse dans le royaume champignon. Ça semblait normal quoi, c'était un peu le standard. Enfin je veux dire, voilà, on a Mario, un être humain avec un physique normal. Mamma mia, mais vous appelez ça normal vous? Regardez-moi cette droge qu'ils m'ont fait. On dirait qu'ils ont foutu ma gueule dans un four micro-ondes. Oui, enfin presque normal quoi, mais bon, en général c'était ça. Le héros est beau, les méchants sont vilains mais pas trop repoussants pour pas choquer le public. Bref, ça allait jamais très loin, surtout que Nintendo, pour pas parler que d'eux, était très vigilant quant au contenu de leur jeu par rapport à la violence, les éléments religieux ou les choses trop sombres ou choquantes. En gros, c'était toujours grand public avec des univers accessibles aux plus jeunes. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'à la fin de Bionic Commando, t'as une scène gore avec la tête d'Hitler qui explose. Et c'est pour ça aussi que dans Golgo 13, t'as le héros qui s'en va en l'air avec une nana dans une chambre d'hôtel. Oui, bon bah ça va, il y avait toujours des exceptions quoi, mais en général c'était très politiquement correct. Mais déjà avec Ghosts 'n Goblins de Capcom en 1985, ça commençait à changer. On dirige le roi Arthur qui doit traverser une terre entière peuplée de démons et de ghouls en tout genre, en affrontant Satan en personne. Je crois que c'était aussi l'un des premiers jeux d'arcade à l'époque à évoquer un univers de démons résolument gothique et effrayant, alors que les jeux étaient jusqu'à présent gentils et sages à part quelques exceptions. Bon bah du coup Gargoyle's Quest c'est un peu le prolongement de ça mais multiplié par 100. Cette fois il n'y a plus d'humains, tout se déroule dans le royaume des ghouls et c'est la première fois qu'à l'époque on pouvait jouer sur Game Boy à un jeu avec des monstres dans un univers entièrement rempli de monstres. C'est aussi l'un des premiers titres manifestement influencés par l'atmosphère gothique des récits d'épouvante traditionnels, avec ses créatures sans équivoque. Ghouls, gargouilles, démons, squelettes ailés, dragons, monstres géants au physique diabolique, etc. Ah bah dis donc, elle est loin l'époque des gentils héros au physique sympa, hein. Tiens d'ailleurs, petit détail amusant puisqu'on parle de gargouilles, je rappelle que Firebrand dans l'histoire est censé être rouge comme dans Ghosts 'n Goblins. Mais, pour une raison qui m'échappe encore, sur la jaquette US et européenne de Gargoyle's Quest sur Game Boy, Firebrand était vert. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a avalé Hulk? Il a mangé trop de légumes verts? Ok, le putain de régime vegan, c'est terminé. Ah ouais, sinon une petite anecdote sympa. Dans la version originale japonaise du jeu, Firebrand s'appelle Red Harima, en référence à un programmeur de Capcom, Toshio Harima. Ouais, sympa le clin d'œil. Du coup, Gargoyle's Quest était assez déroutant pour l'époque puisque l'on dirigeait un monstre dans un royaume occulte et maléfique, entièrement peuplé de créatures avec des physiques étranges et repoussants. C'est un peu comme si on faisait un film de Star Wars avec que les extraterrestres qu'on croise tout au long des premiers films là. Enfin, j'arrête de dire ça, sinon je sens que je vais filer malgré moi des idées à Disney. Trop tard, j'ai entendu, merci pour l'idée. Eh merde. Enfin après, quand je dis monstre, c'est presque discriminant, et je m'en excuse par avance, c'est leur forme naturelle chez eux après tout. Et peut-être que pour eux, Firebrand n'est pas repoussant, mais c'est peut-être, je sais pas, un top modèle, allez savoir. C'est Firebrand, souriez par photo s'il vous plaît. Du coup, je me souviens qu'au bout d'un moment, en jouant à ce jeu et à ses suites, j'étais fasciné par l'univers gothique et constamment sombre de ces jeux, accentué par une bande-son vaguement inspirée de la musique baroque du XVIIe siècle, tendance Jean-Sébastien Bach là. Le coup de grâce me sera d'ailleurs donné dans Demon's Crest, assurément le jeu le plus sombre et le plus impressionnant des 3 opus, que j'ai découvert très tardivement et qui m'a littéralement subjugué. Ouais, ça et le prix du jeu à l'heure actuelle, mais bon, ça c'est un autre sujet. Bon, je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail les 3 jeux de la saga Gargoyle's Quest. Bah t'as dit 3 jeux, il est où le 3ème, tu l'as perdu? Ah non, mais le 3ème, franchement, j'ai pas les moyens de l'acheter, hein. Alors c'est pour ça que je me contenterai juste de vous montrer la couverture de Nintendo Player avec Demon's Crest dessus. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. C'est la crise, ma petite dame.
Chaque année, des milliers de gamers sont victimes des prix abusifs pratiqués par les vendeurs et revendeurs de rétro gaming. Alors aidez Lord Paddle. Envoyez de l'argent au studio nostalgique pour que Lord Paddle puisse enfin s'acheter son putain de Demon Crest et qu'il arrête de nous emmerder avec ça. On va donc commencer par le premier titre qui sort en 1990 sur Game Boy et qui pose les bases de la franchise. Alors je l'ai dit tout à l'heure, son alternance phase d'action plateforme et ses déplacements sur la carte en vue de dessus sont intéressants, si ce n'est que j'ai toujours trouvé ça pénible le fait qu'on croise des ennemis totalement par hasard sur la carte, ce qui nous oblige à s'arrêter pour les affronter. Bon, je veux dire, dans Zelda 2 ça allait car tu les voyais arriver, mais là ils sont carrément invisibles et tu sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, bam, ça tombe dessus et t'es reparti pour un combat. Putain, j'ai toujours trouvé ça un peu pénible car ça cassait complètement le rythme. Je pense même d'ailleurs qu'à part Zelda 2, Capcom a repiqué cette idée à l'un de leurs propres titres, Bionic Commando sur NES sorti en 88, où l'on se déplaçait là aussi sur une carte pour aller d'un niveau à un autre, sauf que là aussi on voyait les ennemis se déplacer en convoi. Mais dans Gargoyle's Quest, que dalle. Ah putain, mais regardez-moi ça, cette bande de chacals qui m'attendait à seulement 2 mètres du village quoi, mais sérieusement. Bon, en revanche, le jeu est génial dans le sens où on sent vraiment l'idée de la quête. Dans l'histoire, il y a la prophétie du Red Blaze, un héros légendaire qui aurait vaincu il y a des centaines d'années Brager par le feu sacré, le roi de la destruction venu d'un autre univers. Des centaines d'années plus tard, Brager est de retour et Firebrand doit traverser un portail dimensionnel pour s'aventurer dans le royaume et vaincre l'armée du roi de la destruction. Se pourrait-il donc que Firebrand soit le héros de la prophétie annoncée, le fameux Red Blaze? Vous aurez la réponse à la fin de l'aventure, bien évidemment. J'aime bien le scénario, cette histoire de héros mythiques, de prophéties, ça apporte une touche épique au récit et presque mythologique. Donc l'objectif ici est de traverser les niveaux de plateforme et de vaincre les boss. Une fois les boss battus, on récupère généralement une arme ou un objet précieux qui servira dans la quête. Il faut ensuite se rendre dans les villages pour parler aux habitants. Certains vont vous dire des inepties du genre « Firebrand, tu as réussi !» ou d'autres vous donneront des conseils du style « Tu dois aller voir telle personne dans tel village ou lui apporter tel objet ». Là, la dimension RPG du jeu apparaît pleinement. Il faudra très souvent vous adresser au souverain de chaque village qui vous demandera d'aller récupérer un objet en échange d'un certain pouvoir. Vous pouvez ensuite accéder à un inventaire qui vous permettra de parler, prendre un objet, vérifier votre statut pour savoir où vous en êtes dans vos points de magie ou d'armes. Ah oui, sinon il y a un système de mots de passe dans le jeu. Allez voir certains personnages dans les villages, ils vous donneront régulièrement un mot de passe pour éviter de tout vous retaper depuis le début. Il y a aussi des marchands qu'il ne faudra pas hésiter à aller voir pour acheter de l'énergie, des vies supplémentaires, etc. Ah oui, alors un autre élément notable dans ce jeu, vous allez régulièrement tomber sur des types qui vont vous demander de les affronter pour prouver qui vous êtes réellement. Ouais, comme si ces connards qui connaissent la prophétie avaient pas compris que c'est vous le Red Blaze. Hein. Franchement, quand on y réfléchit d'un peu plus près, c'est un peu stupide, non? Bah c'est ça, gros mytho, tu crois que je vais te croire? La prophétie, elle parle d'une grande gargouille rouge comme le feu de l'enfer, tu crois que c'est toi? Tu prends vraiment pour un con, hein? Visuellement, on est en 1990 sur Game Boy et c'est vraiment très beau, que ce soit dans le design des personnages ou les décors riches et variés, sans oublier une bande-son réellement mémorable. Alors ok, il y a des ralentissements et des clignotements un peu pénibles, mais c'est vraiment super beau pour l'époque sur cette console. 2 ans plus tard, Capcom récidive avec Gargoyle's Quest 2 The Demon Darkness qui sort donc en 92 sur NES. Pour son passage en couleur, le jeu n'apporte pas de grandes nouveautés, en gros le gameplay est similaire au premier épisode, on alterne toujours phase d'action plateforme avec des niveaux vastes à explorer, un boss à détruire et les déplacements sur la carte en vue de dessus. On doit comme d'habitude rendre visite aux gens dans les villages, mais cette fois, ouf, fini les combats aléatoires contre les ennemis invisibles sur la carte. Enfin, la bande-son déchire comme d'habitude et visuellement c'est superbe, notamment dans la palette des couleurs, les décors et les animations. Je trouve juste dommage que Firebrand soit beaucoup plus lent que dans le premier épisode. Je me souviens que quand j'ai joué au jeu la première fois vers l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai été surpris par la lenteur de Firebrand qui changeait radicalement de la version Game Boy. Le designer Ryo Miyazaki a fait un superbe boulot, la réalisation est top malgré la lenteur des personnages, les niveaux paraissent plus labyrinthiques et là je pense notamment au palais des miroirs, un niveau assez complexe qui va vous obliger à connaître le trajet par cœur. Alors comme dans le premier épisode, il y a une série de mini-quêtes à accomplir, parler à des souverains, rencontrer des personnages. Par exemple, il faudra aller voir Hecate dans une caverne au nord de Seaton qui vous parlera de Brager et fabriquera pour vous la précieuse bougie des ténèbres. Vous devrez aussi rencontrer Lété, un sage qui habite au centre d'un labyrinthe et qui vous racontera la légende du Red Blaze. Alors au niveau du scénario, il semblerait que Gargoyle's Quest 2 soit une préquelle du premier épisode, racontant ainsi l'histoire avant le premier Gargoyle's Quest. Le jeune Firebrand s'entraîne à devenir un guerrier dans sa ville natale d'Etruria lorsqu'il apprend que le royaume Ghoul est attaqué par une mystérieuse lumière noire qui fait disparaître tous les habitants de sa ville. Ah je sais pas, ils ont peut-être oublié de payer la facture EDF. Oh merde les gars, sérieux, pas cool quoi, rallumez la lumière là, faites pas les cons. Et c'est bon, c'est moi qui fais le gag, c'est pas vous quoi. Y'a quelqu'un ?
Bon, bref. Firebrand se lance alors dans une aventure initiatique pour sauver le royaume et détruire le responsable des ténèbres, une quête qui lui permettra de découvrir sa véritable identité. Alors faut savoir que le jeu a été porté sur Game Boy en 1993 sous le titre Makaimura Gaiden The Demon Darkness, sorti uniquement au Japon avec quelques niveaux supplémentaires et des nouveaux pouvoirs. La version NES quant à elle ressortira par ailleurs sur Nintendo 3DS et Wii U en 2014. Enfin, on arrive au morceau de choix avec le fabuleux Demon's Crest sorti sur Super Nintendo en 1994. Et là, celui pour lequel tu vas demander un crédit à ta banque, hein, c'est ça? Oh mais lâche-moi avec ça, pauvre con. Putain. Et là, je pense qu'on tient le plus beau jeu de la série. Ce titre apporte un lot conséquent de nouveautés dans son gameplay. On peut toujours se balader sur une carte, mais uniquement pour choisir les niveaux à accomplir avec cette vue 3D et ces zooms typiques du mode 7 de la console 16 bits de Nintendo. Waouh, la vache, c'est beau et impressionnant pour l'époque. Cette fois, Firebrand est de retour au royaume des ghouls, plongé dans une guerre infernale entre les démons pour la conquête des crêtes, 6 pierres précieuses possédant des pouvoirs uniques qui, combinés ensemble, feront apparaître la crête de l'infinité, offrant le pouvoir absolu à son détenteur. Dites donc, ça me rappelle un truc, ça... Bande de copieurs D'ailleurs, je parle de guerre, mais c'est pas... lâche ça, connard, c'est à moi! Non, c'est à moi! Mais c'est à moi, je te dis, Mais maîtresse, il m'embête! Non, là c'est la guerre avec un grand G, hein. Ah, ça bastonne sévère, hein, démon contre démon. Alors, dans l'histoire, Firebrand possède les 5 pierres et défie le démon dragon pour la quête de la crête du paradis, mais se retrouve gravement blessé au cours de l'affrontement. C'est alors que le démon Phalanx intervient et attaque Firebrand en lui dérobant les crêtes, sauf celle du feu, éparpillée en 5 segments. Au début du jeu, Firebrand se retrouve jeté dans une arène où il doit affronter le démon dragon zombifié, tandis que Phalanx a utilisé le pouvoir des crêtes pour devenir le nouveau roi du royaume des démons. Alors l'objectif du jeu consiste à traverser 6 niveaux pour récupérer les 6 pierres magiques avant d'atteindre le 7ème niveau, la tour maléfique de Phalanx. L'originalité du jeu vient ici du fait qu'on peut choisir le level que l'on souhaite et que l'on peut y revenir autant de fois qu'on veut. La partie quête RPG est toujours présente, sauf qu'ici il y a la possibilité de récupérer des sortes de diamants qui permettront d'acheter des objets ou de la magie à des marchands dans certains niveaux ou dans des boutiques qu'on peut atteindre sur la carte du monde. A noter qu'il y a aussi des boutiques où l'on peut jouer à des mini-jeux et là on découvre un élément de gameplay original et amusant de Demon's Crest, la possibilité de mettre des coups de boule. Oui. Ouais, alors bon, ça ressemble plus à des coups de boule à la Gérard Depardieu, là, mais... Bon, sauf que c'est nécessaire pour péter des vitres ou accomplir les mini-jeux avec les crânes qui sortent des trous. Il existe pour ces mini-jeux 3 niveaux de difficulté. En mode hard, si vous arrivez à péter un certain nombre de crânes dans le temps imparti, vous aurez droit à un nouveau conteneur de cœur. Alors à ce sujet, c'est un peu comme dans Zelda 3, le jeu est parsemé de conteneurs de cœur qu'il faudra trouver en explorant les niveaux ou en détruisant certains boss. Autre originalité du titre, certains niveaux ne seront accessibles qu'en possédant une faculté liée à une pierre particulière. Par exemple, dans le niveau 3, il y a un passage aquatique que vous ne pourrez explorer qu'après avoir obtenu la pierre qui vous métamorphose en Tidal Gargoyle, ce qui vous obligera à revenir dans ce niveau pour accéder à un passage secret contenant une cave immergée. Un élément de gameplay majeur dans Demon's Crest qui rallonge considérablement la durée de vie du jeu, vous allez effectivement passer votre temps à faire des allers-retours dans certains niveaux déjà visités. Par exemple dans le niveau 2 où vous pourrez vous transformer en vandale en défonçant les fenêtres des bâtiments à coups de boule. Ouais, je suis Gargoyle, fuck le roi de la Tessie, man. Graine de moyau, petit hooligan! Vous allez croiser la route d'un démon au repos qui vous dira un truc différent suivant l'apparence que vous prendrez face à lui. À ce sujet, notez le look super classe et badass des transformations de Firebrand. Alors faut reconnaître que Capcom a vraiment su renouveler la saga après 2 épisodes assez identiques sur Game Boy et NES, et le résultat est magnifique, autant sur la réalisation techniquement irréprochable, la musique et le gameplay. Bon alors je pourrais aussi vous parler des nombreux boss du jeu affrontés, y compris les boss des niveaux secrets, toutes ces créatures plus monstrueuses les unes que les autres, ainsi que le démon ailé Arma qu'on va croiser à plusieurs reprises dans le jeu, et évidemment l'incontournable Phalanx à la fin du jeu. Je pourrais aussi vous parler de la musique exceptionnelle du premier niveau, extrêmement mélancolique, l'ambiance gothique baroque qui rappelle curieusement les Castlevania de Konami sortis au début des années 90, le système des mots de passe, ainsi que la possibilité d'obtenir plusieurs fins différentes suivant le parcours et les objets que vous avez récupérés dans le jeu. Bonne chance d'ailleurs parce que Demon's Crest c'est un jeu qui est putain de difficile, et franchement pour obtenir la fin ultime, accrochez-vous parce que ça va pas être simple. A noter d'ailleurs qu'une fois le jeu bouclé, vous aurez possibilité de recommencer avec un mot de passe secret pour débloquer un 8ème niveau afin de récupérer la pierre d'infinité pour de bon. Pour cela, il faudra vaincre l'ultime boss le plus puissant du jeu, le démon des ténèbres, ce qui vous donnera droit à la vraie fin du jeu où Firebrand est devenu le Ultimate Gargoyle le plus puissant de l'univers. Respect mec hein. Ouais, merci.
Ah, la série des Gargoyles Quest, hein. Franchement, c'était vraiment une de mes séries de jeux d'action-aventure préférées quand j'étais gamin. Hein. Ah, que de souvenirs de ces jeux, hein. Gargoyles Quest, le nombre d'heures que j'ai passé à jouer à ce jeu sur ma vieille Game Boy. Gargoyles Quest 2, j'étais fébrile lorsque j'ai découvert le test pour la première fois dans le numéro Nintendo Player. Et évidemment, Demon's Crest que j'ai découvert plus tard, qui me faisait fantasmer, mais bon, que j'ai jamais eu à l'époque. Alors évidemment, comme d'habitude, face à tout succès, il y a toujours des opportunistes. Et c'est pourquoi il y a des petits malins qui se sont amusés à pomper le premier jeu sur Game Boy sur la console taïwanaise Gamate avec un titre obscur nommé Flying Goblin sorti en 1991. Ouh, les vilains, c'est pas bien de copier, ouh. Bon, et si vous n'en avez toujours pas assez, bah vous avez qu'à vous rabattre sur l'intégrale de l'excellente série animée Gargoyles produite par Disney en 94 et que je soupçonne de s'être fortement inspiré des Gargoyles Quest de Capcom, même si je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, hein, mais bon. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, alors j'espère que cette petite incursion dans l'univers gothique et baroque de Gargoyles Quest vous aura plu. Je vous souhaite une bonne continuation les nostalgiques, en espérant que quelqu'un aura la bonne idée de m'offrir Demon's Crest pour mon anniversaire. Hein. Ouais, on putain, peut arrête toujours... avec ça, sérieux. On peut toujours rêver. Hein. En attendant, je vous salue promptement et je vous dis à très bientôt. Ciao les nostalgiques. Vous aimez ce qu'on fait sur Lord Paddle? Alors n'hésitez plus, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez et rejoignez-nous sur Facebook et sur Twitter.